Nous sommes maintenant au booth de Ericsson au Mobile World Congress 2025. Vous allez le voir certainement dans les plans de couple et dans les images qu'on parle encore de la 5G, de la possibilité de monétisation de la 5G, le potentiel encore de la 5G standalone, le network slicing, et aussi on commence à parler de la 6G et nous sommes avec M. Victor Arvidsson qui est Head of Strategy and GPA. CU, FBAT, c'est quoi exactement ces mots-là, ces mots techniques? Alors, enfin, les mots à retenir peut-être, ouais. c'est le T de FBAT, puisque c'est France, Belgique, Algérie et Tunisie. Donc, voilà. Ah bah, ça tombe bien. On vient de lancer en Tunisie la 5G le 14 février dernier, genre la Saint-Valentin. Comment Ericsson a participé dans la réussite de ce lancement? Parce qu'au final, même si la couverture de la 5G n'est pas sur 100% du territoire, mais quand même, il n'y a pas eu de grands problèmes techniques. Pratiquement, il n'y a pas eu de problèmes techniques. Ouais. Et donc, c'était un lancement réussi en Tunisie. Comment Ericsson a participé dans tout ça? Alors, Ericsson a participé de deux manières. On a déjà en amont discuté avec les opérateurs, mais aussi les autorités, les administrations, le gouvernement, sur les cas d'usage. Quels sont les cas d'usage porteurs pour la 5G? Quelles sont les solutions techniques en termes de bande de fréquence? Qu'est-ce qu'il faut comme largeur de bande de fréquence, par exemple, pour obtenir le meilleur de la 5G? Et après, évidemment, on a accompagné nos clients opérateurs pour déployer la 5G sur leur réseau. D'accord. Quel conseil donneriez-vous, puisque la Tunisie est le premier pays du Nord-Afrique à lancer la 5G, quel conseil donneriez-vous, ou que donnerait Ericsson aux autres opérateurs et au gouvernement des autres pays, peut-être d'Afrique ou du moins du Nord-Afrique, pour réussir justement leur 5G? Alors je pense que si je commence par les autorités et le gouvernement, pour nous ce qui est important, enfin ce qui me semble assez évident, c'est déjà d'avoir du réseau 5G disponible, c'est de pouvoir déployer le réseau. Si on a envie de déployer, utiliser les services, déjà faut-il qu'il y ait un réseau. Donc pour qu'il y ait un service, il faut qu'il y ait ce réseau, et ce réseau, ça nous paraît plus intéressant que le gouvernement mette des attentes en termes de déploiement du réseau, plutôt que d'essayer de récupérer des montants très élevés de licences tout de suite. Donc c'est plutôt avoir des attentes en termes de déploiement pour qu'il y ait ce réseau et pour que les opérateurs puissent effectivement déployer les services. Après, pour les opérateurs, je pense que c'est intéressant aussi de regarder quels sont les services qui ont marché ailleurs. Donc il y a évidemment le mobile broadband qui peut devenir nettement meilleur avec la 5G. Il y a des cas d'usage très intéressants qu'on voit très concrètement sur le Fixed Wireless Access qui devient beaucoup meilleur, beaucoup plus intéressant en 5G. Et puis après, il y a tout le potentiel de la 5G avec la différenciation des qualités de service pour avoir vraiment une offre dédiée à chaque type de besoin. Et ça, c'est aussi ce qu'offre la 5G et en particulier avec la 5G standalone. Donc voilà, c'est regarder aussi ce qui a marché ailleurs, déployer son réseau pour pouvoir vraiment avoir un outil pour faire la différence. Il y a des gens qui disent que cette 5G-là, it's too early, on n'a pas besoin. Finalement, ça peut servir au Fixed Wireless Access, mais pas pour le MBB, c'est-à-dire pour l'utilisation du smartphone, la 4G, et c'est amplement suffisant. Est-ce que c'est vrai? Alors, je vais dire que non, hein, je ne vais pas vous surprendre. Et non, mais je pense qu'effectivement, la 5G, les premiers déploiements étaient en avril 2019. On voit qu'aujourd'hui, qu'en 2027, plus de la moitié des abonnements dans le monde seront à 5G. Et en 2030, on sera à plus de 6 milliards d'abonnements 5G. Donc en fait, il est assez largement diffusé, il est assez largement adopté. Et elle fait effectivement vraiment la différence aujourd'hui en termes de performance sur le réseau, en termes de capacité, en termes de débit. En fait, la différence avec la 5G, c'est qu'en fait, les gains sont incrémentaux. En fait, on gagne progressivement. Et donc, s'il n'y a pas eu un effet waouh du jour au lendemain, mais quand on regarde un petit peu en arrière dans le rétroviseur, là où on était il y a quelques années avec la 4G, on voit qu'on a des réseaux nettement plus performants. Donc en fait, aujourd'hui, effectivement, elle apporte un bénéfice. Et en termes d'efficacité énergétique, elle est aussi super intéressante parce qu'elle est bien plus efficace que la 4G. Et ça, c'est intéressant pour les opérateurs au quotidien, et aussi globalement pour l'impact carbone de nos réseaux et de nos activités humaines. Dernière question, faut-il faire un shutdown de la 2G et de la 3G aujourd'hui? À terme, c'est intéressant de faire un shutdown, de faire un peu le ménage, mais je dirais que sur les réseaux des opérateurs, les équipements sont mutualisés. Les mêmes cartes savent gérer les différentes générations technologiques. Donc c'est intéressant de le faire pour libérer un peu de spectre et l'utiliser plus efficacement. Donc c'est plutôt dans l'utilisation plus efficace du spectre qu'à terme ça a du sens. Mais après, il faut bien retenir qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui ont peut-être encore des téléphones 2G,
Il peut y avoir des applications dans les ascenseurs ou autres qui sont en 2G. Donc je pense que c'est intéressant de garder probablement la 2G un certain nombre d'années pour éviter que certaines personnes se retrouvent sans rien. Et peut-être, mais quand même malgré tout, faire un peu le ménage, libérer du spectre pour la 4G et la 5G. Merci beaucoup. Je vous en prie.